Allez, on va commencer. Euh, Bonjour à tous. Déjà, merci d'être présents pour ce webinaire de la DFCG. Vous le savez, on est tous en confinement, donc la DFCG adapte aussi ces événements pour continuer à vous fournir de contenu, de l'information, à continuer à animer le réseau, hein, mais c'est vrai d'une manière un petit peu différente. Et donc, on met en place ces webinaires informatifs. On va essayer d'en faire de manière assez récurrente. Je vous renvoie aussi sur le site de la DFCG. Il y a aujourd'hui énormément d'infos qui sont mises par la DFCG, hein, sur tout ce qui est sur toutes les aides, tous les dispositifs du coronavirus. Donc, je vous invite à aller le consulter assez régulièrement. Vous recevez aussi normalement les newsletters, donc pensez bien à activer ou à autoriser les newsletters. Puis il y a beaucoup d'informations qui sont envoyées aussi par la DFCG concernant toutes les mesures en ce temps bien particulier. Alors, ce matin, bien sûr, c'est des mesures de soutien financier avec BPI France. Et voilà, je remercie vivement Laurent Bouquerel et puis aussi M. Gaucher qui nous ont permis d'animer, de faire ce webinaire. René, je te laisserai te présenter, hein. Pour ma part, moi, je suis membre du bureau de la DFCG et fondateur de la société Finalgo, hein, qui est une société qui accompagne aussi les dirigeants dans la recherche de financement. Et on a fait beaucoup de kits informatifs qu'on vous transmettra aussi sur tous les dispositifs d'aide et de financement. Demain, donc le 2 avril, il y aura aussi une présentation sociale animée par Yves, le président de la DFCG Auvergne-Rhône-Alpes, à 14 h. Voilà, avec une avocate du cabinet Siblings. Donc l'idée de ce matin, hein, ça va être vraiment de discuter des mesures financières que vous pourrez retrouver grâce à BPI France et que BPI France met en place. Alors beaucoup de choses, mais René nous en dira plus, hein. Beaucoup de choses évoluent, hein, ça change un peu au jour le jour. Et l'idée, c'est de vous tenir informé le plus possible. À l'issue de la réunion, bien sûr, on vous enverra la présentation de BPI France, les fiches sur les dispositifs. Donc, il y a une partie des fiches qu'on peut vous envoyer, et puis on vous enverra le kit d'infographie qu'on a travaillé avec Finalgo, qui fait une synthèse qu'on essaie de mettre à jour aussi le plus régulièrement possible de toutes les aides que vous pourrez avoir durant cette période. Au niveau organisation, si vous avez des questions, ce qu'on demande, c'est de les poser par chat parce que vous allez être assez nombreux ce matin. Donc, posez-les dans le chat et René se fera un plaisir d'y répondre, évidemment. Dans l'organisation, hein, on va avoir une période de présentation de 30-35 minutes du dispositif. Et puis après, on a laissé une longue période d'échange pour que vous puissiez poser toutes vos questions, exposer vos cas et avoir un retour directement de BPI France. Voilà, moi, je ne vais pas en dire plus, mais je te laisse, je vais te repartager le document. Arnaud, oui. il faudrait justement me donner la main pour que je puisse mettre mon document. Oui, absolument. C'est ce que je vais faire. Simplement, tu n'as pas mis ton nom. Alors, voilà, M49. Ouais, c'est toujours. Okay. Hop. Voilà. Je t'ai donné le rôle d'animateur. Tu peux partager ton document. Alors. Et je vais couper mon micro. Voilà, parfait. Bien, écoutez, normalement, vous devez tous avoir à l'écran la page intitulée Bon soutien, BPI France et webinaire DFCG 1er avril, en toute logique, si ça marche bien. Oui, je confirme. Écoutez, parfait. Je vous souhaite à tous la bienvenue tout d'abord en ces temps bien compliqués pour vous, pour nous tous. J'espère que vous portez tous bien, si je puis dire, vous et vos proches. Alors, je me présente. Donc, moi, je m'appelle
m'appelle René Gaucher, je suis délégué international, responsable de l'international, direction régionale de BPI France à Lyon. On aura l'occasion probablement de se revoir dans les semaines, mois, je ne sais pas encore, puisqu'on avait prévu avec la DFCG de faire une réunion sur les dispositifs de BPI France à l'international pour vous aider à exporter mieux. On verra ça quand les temps seront meilleurs. Si je peux. Voilà, donc bien évidemment, moi-même, comme tous les collaborateurs de BPI France, nous sommes ardemment mobilisés pour assurer les entreprises dans cette période difficile et également pour expliquer le plan de soutien public à la trésorerie, plan de soutien qui est là particulièrement massif. J'ai un énorme bruit avec quelqu'un là, c'est assez terrible dans le casque, si la personne peut couper le micro, merci. Donc dispositif qui est relativement puissant de soutien à la trésorerie et donc je vais rentrer sans plus attendre dans le détail. Dernier point peut-être avant, comme l'indiquait très justement Arnaud, les dispositifs bougent un petit peu, j'allais dire presque à la demi-journée ou journée près. Aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, quand même quelque chose largement prêt, opérationnel et à peu près figé. Il y aura peut-être encore quelques ajustements dont vous m'excuserez par avance, peut-être de ne pas avoir réponse à l'intégralité des questions, peut-être très pointues que certains d'entre vous poseront à la santé. Voilà, je voulais vous préciser ceci. Alors, rapidement, quelques points là, que je vais aborder. Donc, les grands points du dispositif du plan d'urgence. Un deuxième point sur le PGE, prêt garanti par l'État, qui s'adosse à la déclaration du président de la République sur les 300 milliards notamment. Les dispositifs spécifiques de BPI France, et puis, comme le disait Arnaud, le chat avec la réponse à vos questions. Je vais évoquer bien évidemment les dispositifs ici, qui sont des dispositifs publics qui sont articulés entre l'État et BPI France. Alors, ce qu'il faut comprendre dans ce plan de soutien massif, vous avez trois grandes catégories d'aides pour les entreprises. Les mesures qui ont été directement prises par le gouvernement et qui touchent des aspects de mesures sociales, fiscales et autres. Je vais vous les faire apparaître à l'écran, mais comme vous avez un webinaire sur ces questions, je ne vais pas y revenir. Et puis par ailleurs, ça n'est pas notre domaine d'action, nous, chez BPI France, sur ces points-là. Le dispositif qui portait ce que j'appelle dans le slide les banques commerciales, c'est-à-dire l'ensemble des réseaux bancaires, quels qu'ils soient au travers du dispositif PGE, prêt garanti par l'État. Et puis les dispositifs portés directement par BPI France, à côté du dispositif PGE, prêt garanti par l'État, sachant qu'il y a tout de suite un point qu'il faut bien intégrer dans ces dispositifs publics, le PGE, prêt garanti par l'État, et le dispositif, j'allais dire, top priority, pour soutenir l'ensemble des entreprises, c'est le dispositif le plus massif, le plus puissant, de par l'engagement de l'État sur la couverture des banques. Donc c'est vraiment, si on peut s'exprimer ainsi, c'est vraiment celui qui est en tête de gondole, si je puis dire, de par son caractère puissant et massif en termes de soutien de trésorerie. Alors, si ça veut bien marcher. Voilà. Donc, premier point sur les mesures de soutien du gouvernement. Donc, je vous ai listé, j'espère que j'ai été à peu près exhaustif, mais je n'y reviendrai pas encore une fois, l'ensemble des mesures que le gouvernement a prises sur les dettes de paiement des échéances sociales et fiscales, les remises d'impôts, les problématiques de report de loyer, de factures d'eau, d'électricité pour les petites entreprises, le fonds de solidarité également sur le point 4, avec une aide pour les petites entreprises. Bon, le point 5 que je vais développer après, la mobilisation de l'État à hauteur des 300 milliards. Les problématiques également de rééchelonnement des crédits bancaires avec les banques, la médiation du crédit qui est bien évidemment réactivée en cette période, et puis les dispositifs de chômage partiel, etc., etc., et notamment sur les marchés publics, les pénalités de retard qui ne seront pas appliquées. Voilà les grands blocs, je dirais, des mesures fiscales, sociales et autres. Donc je ne vais pas plus loin sur ce point-là, puisque
seront redéveloppés ultérieurement dans un autre webinaire. Mais je vous ai mis en haut le HTTP pour avoir tous les renseignements sur le site du gouvernement concernant ces mesures de soutien aux entreprises. Alors, je vais commencer par le dispositif d'État, puis nous viendrons après au dispositif BPI France. Donc, le dispositif d'État PGE, qui est le dispositif bancaire. Donc, le PGE, vous l'avez compris, vous l'avez dit, prêt garanti par l'État. Donc, dans ce dispositif-là, point clé, ce sont bien les banques des entreprises, la banque ou les banques des entreprises qui assurent le financement, c'est-à-dire qui accordent le prêt de trésorerie. Sont concernés par ce dispositif les prêts qui vont être consentis sur la période du 16 mars au 31 décembre 2020 et qui présentent les caractéristiques suivantes. Ce prêt garanti par l'État est un prêt en deux périodes. Une première période de 12 mois, qui est une période avec un différé d'amortissement, bien évidemment. Arnaud, si je peux me permettre, j'ai un écran là à droite qui me bouge le slide, là, je ne sais pas pourquoi. Et puis je ne peux pas le déplacer. Mais si, voilà, normalement, tu peux le fermer. Tu peux le fermer. Non, mais c'est bon, je l'ai déplacé. Donc, première période de 12 mois du crédit. À l'issue de cette période de 12 mois, sur le prêt de trésorerie qui est accordé, l'entreprise a deux possibilités. Soit elle dispose de la trésorerie et du cash nécessaire pour rembourser, j'allais dire cash, le prêt qui a été fait 12 mois en avant. Et donc, bien évidemment, ça vient solder le dispositif de prêt garanti par l'État et donc l'opération est close et terminée. Soit l'entreprise n'a pas le cash ou pas suffisamment le cash pour rembourser, et bien effectivement, une clause va donner la possibilité aux emprunteurs de pouvoir, à l'issue de cette année, convertir ce prêt sur une période amortissable qui va aller jusqu'à 5 ans maximum. Donc l'entreprise pourra avec la banque voir ce point-là et voir si elle veut convertir sur 24 mois, 36 mois, 48 ou 60 mois. Donc ça, c'est l'articulation du PGE entre une première période et une deuxième période avec arbitrage à la fin de la première période. Quelques points qui sont importants sur ce dispositif. Le premier point, c'est le montant de ce prêt garanti par l'État. Ce prêt, comme vous voyez, est d'un montant maximum de 25% du chiffre d'affaires. Elle était là, elle s'est baladée, elle a entendu du côté. Allô? J'entends quelqu'un qui me parle là. Donc, le prêt d'un montant maximum de 25% du chiffre d'affaires 2019, voire éventuellement 2018, mais plutôt 2019, si les bilans sont disponibles ou avec un document de l'expert comptable. Sur ce prêt donc, que la banque va accorder, l'État va accorder une garantie à la banque qui est de 90% si le chiffre d'affaires de l'entreprise est inférieur à 1,5 milliard. Si le chiffre d'affaires de l'entreprise est supérieur à 1,5 milliard et inférieur à 5 milliards, la quotité de couverture de l'État sera de 80%. Et si le chiffre d'affaires est supérieur à 5 milliards d'euros, la quotité de couverture de l'État à la banque sera de 70%. Donc, vous l'avez compris, ce dispositif s'adresse aussi bien aux TPE, PME, ETI qu'aux GE, grandes entreprises, bien évidemment. Puisqu'on va au-delà l'État va au-delà de 5 milliards d'euros avec une quotité réduite à 60%. Les modalités du prêt, à savoir le taux, bien évidemment, de cette première période, puis le taux de la deuxième période, sont à voir directement avec les banques, puisque le prêt n'est pas instruit par BPI France, d'accord? Bon, à l'exception d'un point sur les startups, mais le prêt n'est pas instruit par BPI France, c'est bien la banque qui l'instruit, c'est donc la banque qui va vous déterminer le taux d'intérêt de la première période et ensuite des suivantes. BPI France n'intervient pas dans la fixation du taux. Sachant que, point qui est important, les banques ont pris, je vais le dire comme ça, un engagement moral vis-à-vis de l'État, compte tenu de la couverture de l'État, de pratiquer un taux qui, a priori, je prends des précautions quand même, a priori, sera le coût de liquidité de la banque
plus, bien évidemment, la commission de couverture de l'État. Je vais y revenir un petit peu après sur la commission de couverture de l'État. Je vais le faire tout de suite carrément, comme ça sera fait. Donc voilà, liquidité plus commission de l'État. Donc la commission de garantie de l'État, elle va être de 25 points de base, c'est-à-dire 0,25% pour les entreprises qui ont le statut de PME au sens européen, c'est-à-dire moins de 250 personnes, moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Cette commission de 0,25, c'est pour la première année. Pour les entreprises qui sont ETI, c'est-à-dire plus de 50 millions d'euros de chiffre et moins d'1,5 milliard, la commission en première année, elle sera de 0,50. Et pour les grandes entreprises, elle sera aussi de 0,50. Ensuite, la commission, à l'issue de la première période, si l'entreprise bascule sur une phase d'amortissement de 2 à la durée maximum, eh bien la commission va être en fonction de cette durée maximum. Donc, je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais grosso modo, au-delà d'un an, la commission, selon le statut de l'entreprise, PME, OTI ou grandes entreprises, va varier entre 0,50 et 2 points, et en fonction et du statut et de la durée de crédit qui va être sollicitée pour l'amortissement. En termes clairs, si vous allez à la durée maximum, eh bien la commission, elle va être entre 1 et 2 points. Voilà sur ce point-là. Alors, comment toutes les entreprises sont éligibles? Bien évidemment, les sociétés, commerçants, artisans, professions libérales, etc., sont exclus principalement les sociétés civiles immobilières, les entreprises qui sont en procédure collective, et puis les établissements de crédit ou les sociétés de financement, bien évidemment. Quel est le process pour terminer sur le PGE? Le process, en fait, est relativement simple. Premier point dans le mode opératoire, et c'est important que le mode opératoire que je vais expliquer, l'entreprise le respecte. L'entreprise, étape 1, va se rapprocher de sa banque ou de ses banques pour faire une demande de prêt qu'elle aura chiffrée préalablement sur son besoin de trésorerie, avec toujours cette fameuse limite de 25% du chiffre d'affaires. L'entreprise et donc la banque vont étudier la situation. Une fois que la banque va donner oralement une sorte de, on peut l'appeler comme ça, préaccord ou blanc-seing à l'entreprise sur le montant du prêt, l'entreprise va se connecter à une plateforme. Alors je vous enverrai bien évidemment ces éléments-là, je vous les montrerai après, à une plateforme qui va lui permettre sur cette plateforme d'obtenir ce qu'on appelle une attestation d'identifiant unique. Ce que je vous explique là, c'est pour les entreprises qui font moins de 5000 salariés et moins d'1,5 milliard de chiffre d'affaires. Il y aura une plateforme avec, bien évidemment, un lien pour y aller. Une fois que l'entreprise a obtenu de la plateforme cette fameuse attestation de numéro unique, eh bien, elle revient voir sa banque, elle donne le numéro unique à sa banque, et avec ce numéro unique, la banque va pouvoir finaliser son dossier, le monter, se reconnecter à la plateforme, bien évidemment, et donc la banque aura donné son accord, et derrière, le rôle de BPI-France sera simplement d'être un opérateur, j'allais dire, de saisie ou de gestion pour compte de l'État, et c'est donc BPI-France qui va éditer l'accord de garantie qui va être envoyé à la banque pour la quotité de garantie de 20%. J'ai un énorme bruit là. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez couper vos micros quand vous êtes participant? Qu'il y a des bruit quand vous bougez, on ne s'en rend pas compte, mais quand on bouge ou quand vous prenez quelque chose dans votre cuisine, ça peut être... voilà, c'est très gênant. Merci. Merci beaucoup. Point qui est important, donc, la délivrance de la garantie d'État par BPI-France ne fait pas l'objet, entre guillemets, d'une étude. À partir du moment où la banque a marqué un accord pour faire l'opération, le déclenchement de cette garantie est automatique. Ça, ce sont pour les entreprises qui font moins de 5000 salariés. Pour les entreprises qui font plus de 5000 salariés ou qui réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 milliard, là, effectivement, l'entreprise va s'adresser également à une
une adresse mail, qui est là une adresse un peu plus particulière. Et là, effectivement, la procédure est un petit peu différente, puisque le dossier va être instruit en lien avec la Direction générale du Trésor et avec BPI France pour la partie administrative. Et sur ces entreprises-là qui font plus d'1,5 milliard, eh bien, la garantie de l'État, qui, comme vous l'avez compris tout à l'heure, sera ou de 80 ou 70% en fonction de la taille du chiffre d'affaires, plus d'1,5 milliard ou plus de 5 milliards, eh bien, cette garantie sera accordée directement par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Voilà, vous allez retrouver ça sur les slides que après je vais vous montrer, que je ne vais pas passer en revue, puisque ce que je vous ai dit à l'oral, vous allez l'avoir dans les 3-4 slides qui suivent derrière, mais je préférais vous mettre à l'écran plein seul slide et vous donner des éléments plus oraux. Donc c'est ce qui est redéveloppé, si ça veut bien marcher là. Voilà, c'est ce que je redéveloppe ici sur ces slides derrière, tout ce que je viens de vous dire de manière un peu plus précise. D'ailleurs, je précise voilà, juste, petit instant, René, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Moi, je les note de mon côté et je les reposerai en fin de présentation. Voilà. Donc, si vous avez une question qui vous vient pendant que René présente, n'hésitez pas à la poser dans le chat en général et moi, je les synthétise pour la fin de la présentation et qu'on puisse y répondre. Merci. Voilà, je te rends la main. Voilà, donc je reviens. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué sur la période, etc., la garantie, le montant, les limites montant du prêt. Vous voyez, pour les entreprises innovantes, bien évidemment, le critère du chiffre d'affaires n'était pas forcément le plus pertinent sur les startups notamment. Donc, le critère est de 2 fois la masse salariale de 2019 pour les entreprises innovantes. Je passe là-dessus parce que je veux laisser un peu du temps aux questions-réponses. Bon, voilà, vous retrouvez les éléments. Et ici, vous voyez bien évidemment le fameux site sur lequel les entreprises qui font moins d'1,5 milliard de chiffre d'affaires et moins de 5000 personnes vont se connecter pour aller chercher le numéro unique. J'enverrai à Arnaud, Yves et Céline un document sur le PGE qui est un peu plus détaillé et notamment sur le process où vous retrouverez les autres liens pour les entreprises qui font plus d'1,5 milliard de chiffre ou plus de 5 milliards dans le cadre de la procédure avec la Direction générale du Trésor. Et vous trouverez dans la fiche également des informations relativement détaillées, notamment sur la partie des commissions que je vous évoquais tout à l'heure de manière synthétique. Voilà, donc encore une fois, je vous l'ai mis ici en synthèse, c'est le dispositif Top Priority, parce que c'est le dispositif le plus massif en termes de capacité, j'allais dire de tir, de l'État vis-à-vis des entreprises par rapport à l'annonce du président Macron sur les 300 milliards. Alors ensuite, abordons les dispositifs propres à BPI France. Donc, premier point que je vous ai mis en haut, un élément important. Donc, chez BPI France, les entreprises qui ont un crédit en cours avec BPI France, crédit d'investissement, pu financer, peu importe, des machines, des immeubles, etc., eh bien, ces crédits feront l'objet d'un report pendant 6 mois. Il n'y aura pas de frais de dossier, pas de pénalité liée au report. Par contre, les intérêts courus de la période des 6 mois de différé seront facturés, mais le paiement de ces intérêts n'est pas encore complètement décidé par BPI France sur le fait d'être capitalisé au crédit ou payé en plusieurs fois ou payé en une fois à une date précise. Tout ça est encore en cours d'arbitrage. Mais enfin, les points clés, vous les avez ici dans le calcul du haut. Donc ici, 2 grands blocs de dispositifs chez BPI France. Un premier bloc de dispositifs qui est une garantie, ou plutôt des garanties que BPI France peut accorder à la banque ou aux banques au travers de 2 fonds de garantie. Je vais y revenir, le fonds de garantie RT, le fonds de garantie LCC. À côté de ça, 3 dispositifs de trésorerie que sont le prêt à tout de BPI France, le prêt de soutien à l'innovation de BPI France. Je l'ai rajouté un peu en urgence, il n'est pas encore tout à fait calé, mais je vais vous en dire quelques mots.
et puis le prêt rebond, qui lui est un prêt BPI France avec les régions en France, et donc ici, pour nous, avec la région Auvergne-Rhône-Alpes, là encore, celui-ci n'est pas encore tout à fait calé, mais je vais vous en donner les grandes lignes du dispositif. Voilà, donc chez BPI France, 2 grands blocs, trésorerie, des garanties. Alors, c'est ce que je développe de manière un peu plus précise ici, d'une manière générale. J'avance donc, je vais passer directement. Donc, premier point, le prêt à tout, qui est donc un prêt de trésorerie, bien évidemment. J'allais dire un peu dans la même philosophie que le PGE. Par contre, cantonné au TPE, PME et ETI, ça veut dire que l'ETI, dans la définition, je vous rappelle, c'est moins 5000 personnes et moins d'1,5 milliard. Donc le prêt à tout n'est pas ouvert aux entreprises qui font plus d'1,5 milliard de chiffre d'affaires. Et il est fait pour financer des besoins de trésorerie conjoncturels liés au Covid, une situation de fragilité temporaire de l'entreprise ou un BFR qui ne permet pas des conditions d'exploitation normales. Mais pour être également transparent avec vous, il n'est pas fait pour consolider une situation de trésorerie qui était très dégradée avant l'arrivée du Covid-19. Ça n'est pas un dispositif curatif, si je puis dire. C'est un dispositif de soutien temporaire à la trésorerie par rapport à la crise sanitaire. Donc le montant pour les PME démarre à 50 000 euros jusqu'à 5 millions et pour les ETI de 50 000 à 15 millions d'euros. Vous avez peut-être eu, il y a quelques jours en arrière, des éléments sur 30 millions d'euros. Sur les ETI, il y a eu une petite mal-donne sur les montants. Là, donc, retenez que le 15 millions est le maximum sur les ETI. Point qui est important, ce montant ne peut pas être supérieur aux fonds propres et quasi-fonds propres d'entreprise. Bon, définition, bien évidemment, de la européenne PME-ETI, vous les connaissez, je suppose. Les entreprises doivent pouvoir produire au minimum un bilan de 12 mois. Un certain nombre de secteurs sont exclus, un peu dans la même logique que le PGE, mais un petit peu plus dans notre dispositif. Donc les SCI, les entreprises d'intermédiation financière, les promotions location immobilière, les entreprises agricoles. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres dispositifs sur les entreprises agricoles par rapport à BPI France. Ça, c'est pas propre au prêt à tout ou à la situation de Covid. Les entreprises agricoles ont toujours été exclues des dispositifs parce qu'elles ont d'autres appuis qui ne sont pas d'ailleurs chez BPI France. Voilà, donc le besoin de trésorerie, bien évidemment, qui est important. L'adossement à un prêt bancaire qui est recherché. Qu'est-ce qu'on entend par recherché? Ça veut dire concrètement que si l'entreprise a un besoin de 2 millions d'euros de trésorerie chiffrée dans son crash test pour tenir la période, eh bien BPI France va pouvoir faire 1 million et la banque fera 1 million au titre du PGE. Voilà ce que ça veut dire. La durée est de 3 à 5 ans avec un différé d'amortissement en capital, je dis bien, qui va aller de 6 à 12 mois en fonction de la durée qui est retenue au départ. La grille de taux fixe ou variable, je vous ai indiqué le taux du mois d'avril, puisqu'on y est, qui est de 2,50 pour les PME et les ETI qui ont une cotation Banque de France 3++ et 4. Si la cotation Banque de France des ETI est supérieure à 4, le taux est un peu est plus élevé. Je n'évoque pas le taux variable à l'instant présent parce que bon, ça ne me paraît pas super pertinent. Si vous avez des questions, on y reviendra. Mais en taux variable, point est important, l'index de référence est floré à 0, plus la marge qui est appliquée par BPI France. C'est un prêt de trésorerie sans garantie particulière, ni retenue de garantie de trésorerie, sans frais de dossier. La logique de ces prêts chez BPI France en général, puisque vous savez que hors Covid, il y a toute une liste de prêts sans garantie, ce qu'on appelle les PSG chez nous, les prêts sans garantie. La logique de ces prêts, c'est souvent dans les PME, alors beaucoup moins dans les ETI, mais dans les PME qu'il y a une assurance d'essai sur le dirigeant. Ici, compte tenu de la situation, elle n'est pas obligatoire, elle est optionnelle sur les PME. Si le dirigeant le souhaite, on peut. Et voilà, je reprenais ensuite dans le dernier point là, le fait que c'est associé à un prêt bancaire, un pour un. Donc sur ce dispositif-là du prêt à tout, bien
bien évidemment, là par contre, l'entreprise doit s'adresser à BPI France et, comme je vous l'ai mis en bas, contacter la direction régionale de BPI France, dont je vous rappelle en fin de présentation les coordonnées dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà en ce qui concerne le prêt à tout. Prêt à tout et donc PGE vont se cumuler, comme vous l'avez compris dans la règle du 1 pour 1, avec toutefois la règle maximum des 25% du chiffre d'affaires, qui est déjà un montant très significatif. Deuxième point, alors ça, je passe parce qu'il y a un problème d'opérationnalité sur ce dispositif-là, donc je préfère aller directement au prêt rebond. Alors, le prêt rebond, la logique est un peu similaire au prêt à tout. Point qui est important dans ce dispositif-là, ce prêt n'est pas encore opérationnel. C'est un prêt qui, encore une fois, est mis en place. C'est ce que je vous ai mis ici. Dispositif en cours de... Excusez-moi. Dispositif en cours de finalisation avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il y a eu une communiqué de presse de la région il y a quelques jours qui l'annonçait. Effectivement, il y a encore quelques points à régler sur les aspects techniques, informatiques, voilà. Mais ça ne saurait tarder. Donc, même logique ici. Ce dispositif-là a pour objectif de renforcer et d'aider à la trésorerie des entreprises dans le cadre du Covid. Il est donc mis en place avec la région Auvergne-Rhône-Alpes par BPI France. Donc, les modalités, je vous ai mis sous réserve validation par prudence encore. Donc, comme vous le voyez, c'est un dispositif qui s'adresse plutôt aux petites entreprises, celui-ci TPE et petites PME, puisque ça démarre à 10 000 euros jusqu'à 100 000 euros. Je rappelle que le prêt à tout démarrait tout à l'heure à 50 000 euros jusqu'à 5 millions pour les PME. Même logique que le prêt à tout sur la partie maximum des fonds propres. Même logique, TPE, PME, vous voyez que les ETI ne sont pas concernés sur ce dispositif, 12 mois. Secteur d'activité exclut tous les secteurs d'activité, les exclusions similaires que sur le prêt à tout, plus un certain nombre d'exclusions que vous voyez en dessous, les indépendants, micro-entrepreneurs, entreprises de moins d'un an et sans bilan, qui sont exclus du dispositif. Alors, quand je vous dis ça, encore une fois, tout n'est pas totalement calé. Prenez l'information à l'instant où je vous la donne. Dans tous les paramètres que j'évoque sur ce dispositif pré-rebond, il peut y avoir des modifications encore. Donc l'idée, c'est bien de pouvoir financer, comme vous le voyez en bas, des besoins de trésorerie ou de l'augmentation de BFR générée par la crise et la conjoncture Covid. Le prêt est un peu plus long, puisqu'il va aller jusqu'à 7 ans avec un différé d'amortissement de capital de 24 mois. L'échéance trimestrielle terme échu, donc ça permet à 3 mois de trésorerie à l'avance pour rembourser. Le taux fixe sera un taux bonifié par l'État, par les régions, donc on en attend la grille pour Auvergne-Rhône-Alpes. Je ne peux rien vous dire à l'instant T, n'ayant pas l'information claire. Il n'y a pas de garantie particulière. Même logique que le prêt à tout sur l'assurance décès, et même logique adossé à un financement bancaire 1 pour 1, type PGE, je vous ai mis ou autre, si la banque ne faisait pas du PGE, mais aujourd'hui, la banque va soutenir en trésorerie avec les PGE, puisque là, c'est le dispositif idoine sur lequel elle est couverte au maximum à 90%. Donc voilà, sur le prêt rebond, par rapport au prêt à tout, plus petit, plus calibré sur les TPE, PME, durée un peu plus longue, modalité un petit peu différente, mais philosophie et logique similaire sur le soutien de trésorerie lié à la période du Covid-19. Même logique ici, les entreprises contactent la direction régionale de BPI France pour mobiliser ce dispositif. Un point sur les dispositifs concernant les entreprises innovantes. Donc là, c'est un dispositif BPI France, un dispositif relativement massif également pour soutenir les entreprises innovantes. Donc ce qu'on appelle le PSI, le prêt de soutien à l'innovation. Là encore, pas tout à fait opérationnel, mais ce que vous avez à l'écran, c'est vraiment
technique à 90%, on va le dire comme ça. Donc très probable. Donc l'idée, même combat, c'est de soutenir les entreprises innovantes qui ont une situation de trésorerie compliquée avec la crise sanitaire du Covid-19. Quelles sont les entreprises soutenues? Eh bien, les startups, les PME et les ETI innovantes. Donc, même logique, hein, l'ETI étant moins de 5000 personnes, moins d'1,5 milliard de chiffre d'affaires, de tous les secteurs d'activité, sauf les secteurs en exclusion. On les a vus un petit peu tout à l'heure, hein, j'y reviens pas, mais c'est toujours la même logique. Une exclusion quand même importante, les entreprises en difficulté au 31/12/2019 au sens de la définition européenne, la fameuse ED, hein, qui est une définition, je vous rappelle, qui, au travers d'un calcul, capital social, plus prime d'émission divisé par 2, moins tout ce qui est négatif dans la partie capitaux propres du bilan, tout ce qui est positif, doit aboutir à un résultat supérieur à 0. Si le résultat est inférieur à 0, bien on est dans la notion d'ED. Et puis exclut notamment les entreprises en procédure de conciliation et de mandat ad hoc dans ce prêt de soutien à l'innovation. Le montant, la logique des 25% du chiffre d'affaires hors taxe 2019 constaté, ou parce que c'est beaucoup plus pertinent chez les entreprises innovantes et notamment chez les startups qui peuvent avoir, encore une fois, peu de chiffre d'affaires lorsqu'elles sont en phase d'amorçage d'activité, un critère qui est un maximum de 2 fois la masse salariale 2019 hors cotisation patronale, ou le cas échéant de la dernière année disponible s'il n'y a pas d'élément 2019. Durée 1 à 6 ans, une première année différée, et puis à l'issue de cette première année, le choix de rembourser cash ou bien alors de partir sur une durée d'amortissement de 1 à 5 ans. Donc ça veut dire qu'au final, le prêt soutien à l'innovation, j'allais dire que c'est le grand frère du PGE bancaire, mais distribué par BPI France pour les entreprises innovantes, puisque vous voyez que les caractéristiques de modalités techniques sont les mêmes qu'un PGE. Une première année, et ensuite on rembourse cash, ou alors on part sur une durée d'amortissement. Ce qui fait qu'on peut partir sur 1 an, tout simplement, ou alors partir sur une durée de 5 ans si on prend au bout de la première année 5 ans d'amortissement. Donc même logique, c'est le PGE Innovation que BPI France va mettre en place pour soutenir les entreprises innovantes, puisque, comme vous le savez, l'innovation est une activité très importante de BPI France, et il n'est pas question de laisser les entreprises innovantes de notre tissu français, je dirais, avoir de très, très grosses problématiques de trésorerie, alors que pour une bonne partie d'entre elles, elles ont des activités qui sont porteuses d'avenir pour notre économie. Pas de garantie, pas de frais de dossier sur ce dispositif. Nous attendons en interne le taux fixe, qui sera un taux fixe, enfin un taux fixe, oui, peut-être un taux variable, mais plutôt un taux fixe, est en attente à l'instant que je vous parle sur la grille de taux, donc je ne peux pas vous en dire plus également. On peut bien évidemment imaginer que le PSI se combine avec un PGE bancaire, bien évidemment, de ce point de vue-là. Même logique ici, pour l'entreprise innovante, contacter la direction régionale de BPI France, puisque celui-ci va être mis en place par BPI France directement. Alors, un deuxième point sur les entreprises innovantes qui est important. Vous savez que le PIA, Programme d'investissement d'avenir, qui existe depuis maintenant quelques années, eh bien, le programme d'investissement d'avenir, sous l'impulsion de l'État, va développer une enveloppe une enveloppe de 80 millions qui va être dédiée au soutien des startups, cette fois-ci françaises, de moins de 8 ans. Et ce soutien va se faire sous la forme d'un dispositif d'obligations convertibles ou d'obligations à bonne souscription d'actions qui vont aller de 100 000 euros à 5 millions en co-investissement des fonds privés. Donc ça veut dire que si le PIA au travers du pays France va être 80, bien comme c'est en co-investissement, ça va faire 160 millions. L'objectif ici, c'est bien de permettre un bridge avec les investisseurs historiques, c'est-à-dire de pouvoir permettre à ces startups de moins de 8 ans d'avoir le cash nécessaire pour passer, bien évidemment, et le cash au travers d'un dispositif, cette fois-ci qui est plus un dispositif de quasi-fonds propres et moins un dispositif d'endettement. Donc, je voulais vous en parler ce matin parce que c'est important, mais encore, on n'a pas complètement toutes les modalités, si ce n'est celles que vous avez à l'écran.
Même logique ici, contact auprès de la direction régionale de BPI France pour avoir des éléments et mobiliser ce dispositif. Ensuite, je regarde l'heure. Ok. Dispositif de garantie, donc on vient évoquer les dispositifs de trésorerie. Dispositif de garantie. Dans ces dispositifs-là, BPI France n'est pas prêteur mais garant. Donc deux fonds de garantie. Un fonds de garantie renforcement de la trésorerie Covid, ça s'appelle le fonds RT. Il a pour but de garantir les banques à 90% sur un prêt bancaire moyen terme de trésorerie sur une durée qui va entre 2 et 6 ans. Le crédit ne peut pas aller au-delà de 25% du chiffre d'affaires. Il y a une commission de garantie des pays France également qui va être fonction de la durée du crédit que fait la banque, bien évidemment. Alors, il faut être quand même assez clair sur ce fonds de garantie ainsi que sur le suivant. Ce fonds de garantie, j'allais dire, il est vraiment fait pour compléter le PGE. Ça veut dire très concrètement, ce n'est pas forcément le dispositif qui est tête de gondole, pour une simple et bonne raison, c'est que la banque va aller plus prioritairement sur le PGE, puisque c'est le dispositif, comme je disais tout à l'heure, top priority. Néanmoins, la banque peut mobiliser ces deux fonds de garantie, notamment le premier dont je viens vous parler. Voilà, sur ce dispositif-là et sur cette philosophie d'intervention de ce dispositif. D'une manière générale, la commission, elle va varier si l'entreprise est une PME ou une ETI, et elle va varier de 0,28 à 1 point en fonction de la durée du crédit entre 2 et 6 ans, pour donner une idée précise du sujet. Voilà, le deuxième fonds de garantie, ligne de crédit confirmée Covid, que l'on appelle le fonds LCC en interne chez nous, ligne de crédit confirmée. Alors, à la différence du précédent qui a pour objectif le fonds RT de garantir des crédits moyen terme de plus de 2 ans, le fonds LCC a pour objectif de garantir des lignes de crédit court terme qui sont confirmées par la banque sur une période de 12 mois. Donc la banque a l'obligation de s'engager sur 12 mois, de confirmer sa ligne court terme pour être couvert par ce dispositif à 90%. Qu'est-ce qu'on entend par ligne court terme dans le dispositif? On entend, j'allais dire, les techniques habituellement usitées par les banques sur le dispositif court terme, à savoir facilité de caisse, bien évidemment, des couverts, de l'escompte, de l'ADI, de la mobilisation de créances nées à l'export s'il y a une activité à l'export. Voilà ce qu'on entend par court terme. Par contre, ce qu'on appelle les EPS, les engagements par signature, c'est-à-dire les cautions sur des marchés, ne sont pas couvertes par ce dispositif. Tout comme ne sont pas couverts par ce dispositif les crédits documentaires ou les avances en devises. C'est bien de la ligne en euros traditionnelle. Cette ligne est donc confirmée sur 12 mois. À la fin des 12 mois, eh bien, la garantie n'est pas renouvelée. Donc il y a deux cas de figure. Soit la ligne court terme qui a été ouverte pour passer la période, l'entreprise a capacité à la rembourser, soit la banque va être obligée de réaménager cette ligne pour l'amortir. Donc elle peut la réaménager, entre guillemets toute seule, si elle souhaite, la banque, soit elle peut la réaménager en venant nous chercher avec le fonds précédent, RT, et sur une durée maximum de 3 ans. Donc là, elle va faire un prêt de trésorerie sur maximum 3 ans qui va permettre d'amortir la ligne court terme qui a été faite sur les 12 mois confirmés. On peut cumuler les deux fonds, comme vous le voyez en bas, avec des limites que vous voyez. Point qui est extrêmement important, par contre, pour conclure sur ces deux dispositifs, c'est que la quotité de 90% ne peut être délivrée à la banque qu'à partir du moment où la banque met plus de trésorerie à disposition de l'entreprise. En termes clairs, la banque qui aurait une ligne de découvert de 200 000 euros et qui viendrait nous chercher en garantie sur cette ligne de 200 000 euros sans mettre davantage de trésorerie à disposition, ne sera pas couvert sur une quotité de 90%, mais sur une quotité inférieure. Le
prêt bancaire du fonds RT, lui, par définition, bah, c'est plus de trésorerie, puisque c'est un nouveau crédit, un prêt de trésorerie qui est accordé, donc celui-ci par définition. Mais sur la ligne de crédit court terme, il faut bien que l'entreprise mette plus que ce qu'elle a en court terme. Alors, qu'est-ce qu'on entend par plus? La grille minimum, c'est au moins 20% de ligne court terme de plus. Au moins 20%. Voilà sur ce point-là. Bon, ça, même combat. La logique ici, eh bien, l'entreprise va faire sa demande à banque et la banque va prendre contact avec BPI France pour solliciter l'un de ces deux fonds. Là, il n'y a rien de nouveau. Les banques connaissent très bien la procédure quand on apporte notre garantie dans une période économique normale sur différents fonds de garantie que nous avons, transmission, etc., etc. Donc là, c'est la même logique d'une manière générale. Je vous dis quelques mots quand même que j'ai rajoutés rapidement suite aux déclarations de Bruno Le Maire hier sur le dispositif de soutien aux entreprises exportatrices. Alors, j'ai pas tout mis ce qu'a mis ministre, j'ai plutôt mis ce qui concernait directement BPI France Assurance Export pour les entreprises qui sont à l'export, puisqu'une grande partie des dispositifs concerne BPI France Assurance Export. Je rappelle à vous tous que BPI France Assurance Export, c'est les dispositifs publics de l'État à l'export qui ont été confiés à BPI France il y a maintenant plus de 2 ans en arrière et qui initialement étaient chez COFAS. Donc c'est toutes les garanties d'assurance publique qui ont basculé chez BPI France à la demande de l'État il y a quelques années en arrière. Donc 3 dispositifs. Premier dispositif, toute entreprise qui a un marché à l'export, pour faire ce marché, bien évidemment, il faut qu'elle fabrique. Pour fabriquer, soit elle a la trésorerie, le cycle de trésorerie qui va bien, soit elle demande à sa banque une ligne de préfinancement attachée à ce marché. J'insiste, attachée à ce marché, ce n'est pas du crédit global de trésorerie. Et soit la banque lui accorde cette ligne de préfinancement toute seule, parfait, soit la banque ne souhaite pas prendre le risque tout seul. Et bien à ce moment-là, nous allons pouvoir garantir la banque sur une quotité qui est portée à 90%. Pourquoi je dis portée? Parce que ce dispositif existe en période normative, mais il est limité à une quotité plus faible. Et là, pour aider les entreprises qui ont des marchés à l'export en cours, si la banque hésite un peu pour faire cette ligne de trésorerie attachée à ce marché, eh bien, on va pouvoir la couvrir à 90% pour les demandes que l'entreprise va nous déposer. Voilà sur ce dispositif du préfinancement de marché où c'est la banque qui fait la trésorerie du préfinancement et c'est BPI France Assurance Export qui apporte sa garantie à la banque. Même logique, dans les marchés, il y a un certain nombre de cautions sur les marchés export, caution de soumission, restitution d'acompte. Alors je vous les ai mis en français, mais bien évidemment les down payments, tous les bonds dans les marchés export, bien évidemment. Performance Bond et compagnie. Donc toutes ces cautions-là sont délivrées par les banques, pas par BPI France. Même logique, si la banque hésite en étant un peu compliquée à vouloir délivrer ses cautions dans les marchés export et notamment sur la restitution d'acompte, eh bien nous allons pouvoir apporter une garantie à la banque à hauteur de 90%. Là encore, c'est pour faciliter l'émission des cautions. Et puis dernier point, l'assurance crédit. Alors l'assurance crédit, 2 éléments importants. Tout d'abord, sur le marché, vous avez les assureurs crédit privés, COFAS bien évidemment, ELR et d'autres. Donc aujourd'hui, ces assureurs crédit délivrent des polices d'assurance crédit sur les risques de non-paiement sur des marchés export et sur des acheteurs étrangers. Dans l'hypothèse où les assureurs crédit privés seraient plus frileux en ces temps qui courent, l'État a décidé de réactiver un ancien dispositif qui était actif en 2008-2009 à la crise, à l'époque financière, qui est le dispositif Cap Export, que vous avez en bas de l'écran. Donc ce dispositif, c'est quoi? C'est un dispositif, un mécanisme de réassurance des assureurs crédit privés. En termes clairs, si l'assureur crédit dit, pour illustrer le propos, je ne veux plus vous couvrir votre risque de non-paiement sur l'Italie, eh bien l'assureur crédit, ce qu'on va lui demander, c'est de courir et de venir se réassurer dans le dispositif Cap Export, et ce dispositif Cap
siège de BPI France Assurance Export, mais pas chez nous, dans les équipes internationales, dans le réseau. Voilà. Deuxième point sur l'assurance crédit, eh bien, c'est le fait de pouvoir couvrir, nous, directement, bien évidemment, des risques de non-paiement, ce que l'on fait habituellement avec l'assurance crédit publique, mais on les couvre sur des marchés à exécution longue. Le privé va couvrir sur des marchés qui s'exécutent parfois sur 3, 4, 5, 6, 12 mois. Nous, on va couvrir et on couvre habituellement des marchés qui sont sur des durées longues, qui sont de 15, 18, 24 mois, 36 mois, des durées longues. Donc ça, c'est notre métier d'assurance crédit public que l'on fait habituellement, qu'on continue à faire pendant la période du Covid. Et on va à ce moment-là, mesure annoncée par Bruno Le Maire, allonger la durée de validité des promesses de couverture qui habituellement est de 4 mois et on la porte à 6 mois. Voilà. Eh bien écoutez, j'en ai terminé sur le dispositif. J'espère que ce n'était pas trop technique et trop long. Je vais sortir de l'écran. Oui. Voilà. C'est parfait. On a pas mal de questions, donc en effet, c'est parfait de passer maintenant aux questions. Alors les questions, je ne les vois pas. Alors, je vais te les lire. D'accord. Voilà. Okay. Donc, je vais essayer de répondre. Voilà, je les ai compilés pendant ta présentation et comme ça, je te les lis, ça sera plus simple. La première question qu'on avait eue, c'est au sein d'un groupe, toute filiale détenue à 100%, les demandes de PGE doivent-elles obligatoirement être déclinées par entité fille avec prévisionnel sur chacune d'elles ou, je suppose, uniquement pour le groupe? Alors, aujourd'hui, c'est assez récent. Il y a deux possibilités. Je réponds un peu plus globalement à la question, parce qu'il y aura peut-être d'autres questions liées à ça. Il y a deux possibilités. Soit effectivement, il y a une demande, j'allais dire, sirène par sirène, ce qui veut dire que la banque va faire, si dans un groupe il y a 10 sociétés, la banque va faire 10 PGE, sirène par sirène, d'accord, premier cas. Ou si, premier cas, ou alors, effectivement, il y a la possibilité de pouvoir monter sur une seule entité, et à ce moment-là, il y aura un cumul des sirènes en termes de règles des 25%. Ou, troisième possibilité, pouvoir le monter sur la holding tête de groupe, avec toujours la même logique du cumul des sirènes. Si l'entreprise, le groupe rentre dans cette logique, la procédure que je vous indiquais tout à l'heure de l'attestation unique est un petit peu plus compliquée, encore que l'entreprise va se connecter au site pour demander son numéro d'attestation unique. Il va falloir rentrer à ce moment-là tous les sirènes des entreprises du groupe, si c'est une logique PGE groupe sur une holding, par exemple, ou si c'est une logique PGE sur une société du groupe qui prend pour compte. OK ? Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que si l'entreprise s'adresse à une seule banque, c'est assez simple. Si l'entreprise s'adresse à plusieurs banques, ou si les banques, imaginons qu'elles soient 4, disent nous, on fait un bout chacun des 25%, donc on divise les 25% maximum par 4, on en fait un bout chacun, et à ce moment-là, on met ça en cumul sur une holding. Bien là, quand il va falloir demander l'attestation, il y a deux choses importantes. La première, c'est qu'il va falloir mettre les sirènes. Et la deuxième, c'est qu'il va falloir avoir la répartition entre banques. Donc, il va falloir très clairement demander aux banques quel montant elles souhaitent faire. Si j'ai un conseil à donner aux entreprises, n'allez pas demander l'attestation unique tant que vous n'avez pas le montant précis de la répartition sur lequel vous vous êtes calé avec les banques. Sinon, ça risque d'être compliqué. Derrière, il va falloir faire des modifications, ça risque d'être très très lourd. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Allô? Allô, allô? Allô? Oui, pardon, j'avais coupé mon micro. Si, c'est bon. Deuxième question. Quelles consignes aux banques pour maintenir ou prolonger les concours court terme existants dans l'année qui vient en parallèle du PGE? C'est à mon avis un peu lié. Alors, c'est une question qui était assez au début, donc c'est un peu lié à ce que tu as dit sur les cautions, mais voilà. Donc, quelles consignes aux banques pour maintenir et ou prolonger les concours court terme existants dans l'année qui vient en parallèle du PGE? Je dirais les consignes, nous, au niveau de BPI France, on n'a pas de consignes à donner aux banques. Les banques sont libres
faire ce qu'elles veulent de ce point de vue-là. La seule chose, effectivement, si la banque délivre accorde son PGE, et si elle a des lignes court terme à côté, la logique fait que normalement, le PGE, c'est du plus en trésorerie. La logique, c'est pas normalement pour solder des lignes court terme. Donc, c'est à l'entreprise de voir avec. Si après, à côté du PGE, la banque dit je maintiens mes lignes court terme, mais je veux la garantie LCC BPI France, eh bien, il faudra que la banque fasse un peu plus, 20% de plus de court terme à côté du PGE. Mais encore une fois, tout ça dans la règle des 25%. Donc attention à ce point-là. Je peux guère vous dire autre chose sur cet aspect-là, malheureusement. Voilà, j'espère que ça a répondu à la question. Mais je pense qu'en effet, avec les garanties LCC, il y a quand même un message clair qui est donné aux banques de dire voilà, accompagnez aussi vos clients, et je pense que les banques en sont conscientes. Alors, sachant que, pour compléter, sachant que je répète à nouveau que le fonds LCC est un fonds qui s'adresse aux PME et EDI au sens européen. Ouais. Donc, ça veut dire qu'une entreprise qui fait plus d'1,5 milliard de chiffre d'affaires ne rentre pas dans le dispositif LCC. Oui, tu as bien raison. Oui. Une question plus technique sur bonjour, la notion de PME et TI. Est-ce que seul le montant du chiffre d'affaires compte? Si la société fait plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires mais moins de 80 millions d'euros de bilan, est-elle considérée comme une ETI? Alors, vous savez que la notion de PME, c'est une notion qui cumule plusieurs critères, tout comme la notion de TI. D'accord? La notion de PME, c'est effectivement moins de 250 personnes, 50 millions de chiffre d'affaires ou un critère de total de bilan, mais c'est plutôt le chiffre d'affaires. Et puis, l'entreprise ne doit pas être détenue à plus de 25% de son capital, la PME, par une entreprise qui elle-même ne répond pas à ces critères. Le TI, c'est même combat. Le TI, vous avez 3 critères, moins de 5000 salariés, chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard, et il ne faut pas que l'entreprise soit contrôlée à plus de 50% de ses droits de vote par une entreprise ou un groupe qui lui-même ne serait pas ETI. Donc il y a bien plusieurs critères. Mais si vous mettez dans Google définition de l'ETI, définition de la PME, ou si vous allez sur le site du ministère de l'économie et des finances, vous trouvez ces éléments de critères très facilement. Voilà pour la réponse. Question suivante, est-ce qu'une justification d'utilisation du prêt à fournir, que ce soit pour un besoin de BFR ou pour faire des acquisitions, voilà, est-ce qu'il faudra justifier des dépenses, je pense, dans le cadre du PGE, du prêt à tout, de l'ensemble de ces crédits? Est-ce qu'on va demander des justificatifs de paiement ou pas? D'utilisation, pardon, pas de paiement. Dans le dispositif, c'est bien un prêt de trésorerie. Parce que dans la question, il y avait la notion d'acquisition. Oui. C'est un prêt de trésorerie. Ce n'est pas un dispositif qui est fait pour acheter une entreprise, financer des machines ou éventuellement de l'immobilier. Ça rentre dans une logique, ce que je viens d'évoquer là, d'investissement de CAPEX traditionnels qui peuvent être financés par les banques ou par BPI France ou les deux avec les dispositifs en période normative. Donc c'est bien fait pour soutenir de la trésorerie. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est sur le justificatif. Écoutez, à ma connaissance, à l'instant T, mais je suis prudent, il n'y a pas de logique particulière de justificatif, puisque normalement, qu'est-ce qui va faire le cadrage? C'est soit le max des 25% de chiffre d'affaires, soit l'entreprise va nous dire, c'est ce qu'on va voir avec elle, alors je parle pour nous sur le prêt à tout, les banques, elles auront très probablement la même logique, mais soit on va voir avec l'entreprise en lui disant, est-ce que vous avez activé les mesures sociales, fiscales, etc. Est-ce que vous avez reporté vos échéances de crédit, etc., etc. Une fois que vous avez tout ça, qui vous aide à tenir en trésorerie, à combien vous avez chiffré votre besoin de trésorerie sur les 3-4 mois qui viennent. D'accord? Donc, et donc, on va forcément analyser un peu l'entreprise dans une discussion pour voir si ce montant-là de trésorerie qu'elle sollicite en prêt est logique après mise en place
ou dans le cadre de la mise en place des mesures dites sociales, fiscales ou autres. Parce que je pense qu'il est opportun et important que l'entreprise puisse mobiliser les dispositifs publics, à savoir social, fiscal, chez les banquiers, chez nous, de report d'échéance, pour net de ces mesures-là, voir quel est le besoin de trésorerie. Mais voilà ce que je peux répondre à l'instant T. J'ai pas de... En interne chez BPI France, à l'instant T, il n'y a pas de justificatif qui est demandé. Je ne pense pas que chez les banques non plus. Ok. Il a été évoqué une interdiction de distribution de dividendes pour obtenir la garantie de l'État. Cela concerne-t-il les PME? Alors effectivement, ça a été évoqué. C'était avant tout sur les grandes entreprises et les ETI. J'en suis désolé, j'ai pas l'information plus précise que ça. Au niveau des PME, je vais être transparent avec vous, je n'ai pas l'information à l'instant T. Nous-mêmes, nous l'avons fait remonter pour qu'on ait réponse à cette question. Je n'ai pas la réponse à l'instant T. Je suis désolé pour la personne qui a posé la question, là, je n'ai pas la réponse. Mais effectivement, il y avait une logique là-dessus. Et la logique n'a pas été non plus quantifiée, c'est-à-dire est-ce que c'est aucun dividende ou est-ce que c'est simplement qu'une partie des dividendes, etc. Donc, je n'ai pas d'éléments là-dessus, je suis désolé. Mais en tout cas, pour les ETI, c'est bien le cas. Oui, oui, tout à fait, pour les ETI, oui. Mais on ne sait pas la quantité, quoi. Est-ce que c'est maintenir les dividendes, le diminuer, le supprimer, D'accord. Tel que c'est écrit, c'est plutôt l'absence de dividendes. Donc, quand on dit l'absence de dividendes, c'est aucun pour moi. Si j'analyse, comme on dit en droit, l'exégèse de la phrase, c'est aucun. Maintenant, ça mérite une précision qu'on a demandé, mais on n'a pas le droit. Ok. Est-ce qu'on a une idée du délai moyen de mise en place des différents dispositifs aujourd'hui? La question suivante. Quand on dit délai de mise en place, c'est-à-dire entre le moment où l'entreprise contacte BPI France ou sa banque et le moment où elle touche concrètement la trésorerie. Oui, je pense, pour anticiper un petit peu, à mon avis, l'idée, c'est de pouvoir anticiper des demandes. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, je ne parlerai pas pour les banques parce que chaque banque a ses process internes et comme vous l'avez compris, que ce soit chez les banques ou chez nous, effectivement, un prêt de trésorerie, c'est un prêt. Donc, il y a un contrat édité, il y a un contrat signé. Cette signature doit être faite par le représentant légal de l'entreprise qui a le pouvoir juridique. Donc, en ces temps où le courrier est très compliqué, il est clair que déjà chez nous, on avait déjà très largement développé la signature électronique, les banques, certaines d'entre elles aussi. Donc, il est clair qu'il va y avoir un maximum de contrats qui vont se signer par signature électronique. Donc, ça, c'est un premier point. Donc, je ne parlerai pas pour les banques là-dessus. En ce qui concerne chez nous, chez BPI France, aujourd'hui, le prêt Atout et assez rapidement le prêt innovation et le prêt rebond, en tout cas le prêt Atout, est opérationnel à l'instant où je parle, c'est-à-dire qu'on peut les monter, on peut faire des contrats, on peut les signer, on peut les décaisser, puisque chez nous, à Lyon, par exemple, on a déjà décaissé et mis en place en trésorerie 2 prêts Atout, pour être précis, de mémoire. Donc c'est opérationnel. Donc le délai, j'allais dire, c'est le plus important, c'est le chiffrage du besoin par l'entreprise. Il faut qu'elle soit bien claire sur son chiffrage. Enfin, je dis bien clair. C'est un euphémisme, mais qu'elle ait une idée assez claire, effectivement, du montant dont elle a besoin. Contacter ou la banque sur le PGE ou BPI France, mais comme vous l'avez compris, le dispositif massif, c'est le PGE. Et en ce qui concerne le délai chez nous, j'ai tendance à dire que, à partir du moment où on a, nous, tous les éléments, je pense que je vais m'avancer un petit peu, mais je pense que peut-être en une quinzaine de jours, on doit pouvoir signer et mettre en place le prêt à tout. Je m'avance peut-être un peu en disant ça, parce qu'il y a un paramètre encore qu'on maîtrise mal, c'est qu'on a quand même un certain nombre de demandes, et donc, bien évidemment, les dispositifs, que ce soit le PGE ou le prêt à tout, viennent d'être mis en opérationnalité. Donc, la courbe de la demande de PGE chez les banquiers va forcément monter en flèche, et elle commence à monter chez nous. Donc, après, ça va être le volume qui va faire que nos services peuvent aller assez vite, parce que c'est quand même une clé chez BPI France, mais nous sommes tous quand même en télétravail, même si l'informatique est bien rodée chez nous. Voilà, il y a quand même un petit peu, donc prenez avec prudence quand même le chiffre que je donne là. Chez les banquiers, je ne veux pas m'engager parce que je ne sais pas de ce point de vue-là.
Je pense ce qui est important, pour compléter le propos, c'est, de mon point de vue, il faut que l'entreprise travaille avec un scénario tripartite. C'est-à-dire se dire, est-ce que j'ai un besoin de trésorerie très urgent à l'instant T, ou est-ce que j'ai un besoin de trésorerie à 1 mois et demi, ou est-ce que j'ai un besoin de trésorerie à 3-4 mois en fonction de ma position de trésorerie. C'est clair qu'entre ces trois typologies, ça change complètement, la physionomie de l'entreprise et l'urgence, et deux, la manière dont on peut traiter nous aussi. Si l'entreprise nous dit, moi, j'ai de la trésorerie pour 3 mois, mais j'anticipe parce qu'il m'en faudra un peu plus, c'est sûr qu'on a un petit peu plus de temps pour monter le dossier et le mettre en place. Si l'entreprise nous dit, moi, dans 15 jours, je suis cash burn et je suis à sec, celle-ci est forcément plus urgente. Et notamment pour un PGE. Ouais. Ok. Tac. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Alors, beaucoup d'autres questions. Peut-on cumuler les différents dispositifs en utilisant le plafond de fonds propres de chaque dispositif ou y a-t-il un plafond global? Puisque vous regardez à chaque fois pour chaque dispositif le plafond où c'est le cumul des dispositifs BPI qui doivent taper le plafond de fonds propres. Entre guillemets, le dispositif de prêt à tout est cantonné au montant des fonds propres du sirène de l'entreprise. Donc à partir du moment où on fait un prêt à tout, il peut être supérieur au montant des capitaux propres de l'entreprise. Voilà la réponse que je peux faire. Je pense que la question, c'est de dire si on met un prêt à tout, par exemple, et un PSI qui est aussi dans le PSI, il n'est pas cantonné au fonds propre. Si on a plusieurs dispositifs et que chaque dispositif individuellement est plafonné au fonds propre, est-ce que du coup, en additionnant les dispositifs, on peut dépasser les fonds propres? Ou est-ce qu'en définitive, l'interlocuteur BPI va regarder l'ensemble des dispositifs BPI pour prendre le plafond des fonds? C'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse à l'instant T. Je la note effectivement parce qu'elle est importante. J'ai peut-être la faiblesse de penser que le cumul, en tout cas des dispositifs BPI France, peut se faire dans la limite du fonds propre, des fonds propres tels qu'il est dans le bilan, c'est-à-dire cumul à tout PSI, entre guillemets, maximum des fonds propres. Ceci étant, je pense que si l'entreprise est innovante, au sens des entreprises innovantes, je ne veux pas rappeler toute la grille des caractéristiques qui fait que, je pense qu'on fera un PSI au maximum et on ne fera pas de prêt à tout à ce moment-là. On ne va pas cumuler les deux dispositifs, on va prendre celui qui est le plus percutant par rapport à la typologie d'entreprise. Oui, c'est surtout parce que il y avait deux questions en une. C'était aussi peut-on cumuler les dispositifs en utilisant le plafond de fonds propres? Oui, à mon avis, c'est surtout ça. C'est qu'en définitive, le chargé d'affaires regardera, entre guillemets, dans sa palette de produits, qu'est-ce qui est le plus pertinent pour l'entreprise. Enfin, moi, c'est souvent comme ça que ça fonctionne quand je sollicite BPI, puisqu'on est pas mal financé par BPI de notre côté. Souvent, le chargé d'affaires nous dit tiens, on va plutôt mettre ça parce qu'on peut aller un peu plus loin, etc. Et on cumule rarement deux dispositifs. Sauf évidemment, sauf la garantie, hors garantie évidemment, puisque ça vient garantir souvent le crédit qui est fait par la banque en complément du produit BPI. Effectivement, hors sujet garanti, mais encore une fois, une entreprise innovante, le PSI est beaucoup plus adapté pour une simple et bonne raison, c'est qu'au plan technique, c'est un crédit qui est sur 1 an et après on fait le point et on peut amortir, alors que le prêt à tout, dès le départ, on part sur une période d'amortissement, certes avec un différé, de 6 à 12 mois, de 3 à 12 mois, mais on part sur un amortissable. Donc pour une start-up, pour une entreprise innovante, le PSI est probablement, de mon point de vue, le mieux adapté que le prêt à tout. Ensuite, on avait une question sur les mobilisations de créances. Donc, quelles sont les modalités de mobilisation de créances auprès de BPI France? On parle là du poste client de l'entreprise, on est d'accord? Je pense. D'accord. D'accord. Alors, la mobilisation du poste client, en fait, chez BPI France, il y a un dispositif historique qui existe, qui s'appelle Avance Plus, et qui est un dispositif qui permet de mobiliser les créances publiques, parapubliques, et d'un certain nombre de grands donneurs d'ordre privés. Cette technique est une ligne court terme, qui est adossée à de la cession d'AI,
et qui permet à l'entreprise de mobiliser ses créances que je viens de citer chez BPI France au travers d'une remise de créances et de marchés qui sont mobilisés alors sur des quotités qui peuvent varier sur la partie financement. On mobilise rarement, voire pas du tout, 100% de la créance, mais sur une quotité inférieure, ou parfois avec un dépôt. Alors ça n'est pas de la facturage, puisque vous savez que le facteur, lui, il est propriétaire de la créance. Nous sommes cessionnaires avec le DAI de la créance. C'est l'entreprise, voilà, donc la technique est différente, mais voilà l'outil. Alors ça c'est l'outil normatif en période normale. Nicolas Dufour, dans un communiqué de presse, dans une interview, a effectivement dit aux entreprises, si vous avez de la créance, venez chez BPI France. À l'instant T, on attend peut-être quelque chose de complémentaire par rapport à ça dans le dispositif, mais comme vous l'avez vu ce matin, je ne vous en ai pas parlé, parce que rien n'est précis encore. Mais voilà ce que je peux vous dire à l'instant T. Ok, merci. Existe-t-il une application particulière du PGE au sein de crédits syndiqués déjà mis en place? Doit-on fonctionner avec le même pool de banques? Alors, une application particulière, je ne vois pas trop le sens de la question. Il y a déjà un crédit syndiqué en place, en fait, et avec un pool de banques. Est-ce qu'on peut faire une sollicitation auprès d'un crédit complémentaire? Est-ce que ça doit passer dans le PGE? Peut-être qu'on peut avoir une précision de la personne qui avait posé cette question. Je pense que le crédit syndiqué était un crédit dans le cadre de peut-être de CAPEX d'investissement. Je suppose que là, c'est peut-être un groupe qui pose la question. Oui, c'était probablement un crédit syndiqué dans le cadre d'un CAPEX d'investissement ou peut-être pour faire une croissance externe significative. Aujourd'hui, ce groupe-là, je pense que c'est un groupe qui pose la question, peut tout à fait, alors je ne sais pas quelle est sa taille, mais peut tout à fait demander un PGE à sa banque ou au pool de banque qui a monté le crédit syndiqué. Et à ce moment-là, ça rentre dans la logique que j'évoquais tout à l'heure, de le demander peut-être sur la holding de tête ou en cumul de sirène. Mais la réponse à la question, c'est un, oui, le groupe peut demander un PGE, et deux, elle peut le demander sur sa holding de tête pour l'ensemble du groupe, hein, tel que je l'évoquais tout à l'heure. Je pense que si elle a monté un crédit syndiqué, peut-être que c'est de bonne loi de demander aux banques de crédit syndiqué de faire le PGE. Oui. Ça me paraît d'une suite peut-être logique, mais bon, ça n'est que mon avis personnel. Ok, merci. Une PME peut-elle financer la croissance de son BFR due à sa croissance organique et donc pas due à la crise Covid? Il était initialement prévu de financer cette croissance sur fonds propres, mais la baisse d'activité va faire fondre la trésorerie disponible. Le PGE, c'est fait pour le PGE, c'est fait pour le soutien de trésorerie lié au Covid, mais le prêt à tout aussi, mais j'allais dire, c'est les besoins de trésorerie liés à la situation conjoncturelle, et c'est l'augmentation exceptionnelle du BFR. Dans le cas précité, l'entreprise qui pose la question était dans un régime de trésorerie normatif où elle pouvait nourrir son BFR par le développement organique de sa croissance, qui, je suppose, était suffisamment rentable pour pouvoir nourrir le besoin en fonds de roulement qui naissait de la croissance. Là, son activité baissant, forcément, d'après ce que je comprends, sa situation de trésorerie est plus compliquée. Donc, pour moi, je ne vois pas ce qui s'opposerait à le mettre dans un PGE et dans un prêt à tout. Ouais. Mais voilà, a priori, la réponse est oui, pour moi. Parfait. Alors, il y a une question sur la définition d'une entreprise innovante, voilà, pour le PSI. Il faut vous rappeler la définition d'une entreprise innovante. Alors, c'est vrai que c'est un vaste sujet chez BPI. Ah oui. Alors, écoutez, ce que je vous propose, parce que il y a beaucoup de paramètres, enfin, il y a beaucoup de paramètres. On peut être entreprise innovante si on a un fonds à son capital, si on a dans les 3 ou 5 dernières années, selon les dispositifs obtenus des aides, etc., etc. Ce que je vous propose à la personne qui posait la question, c'est que ça risque d'être un peu long là de répondre. Je vais adresser à la DSCG
les conditions précises qui font qu'une entreprise est innovante, parce qu'il y en a 3-4 pages avec l'ensemble des dispositifs qui rendent l'entreprise innovante au sens d'une entreprise innovante. Et je pense que ce sera plus facile, comme ça vous aurez tous les dispositifs dessus, à mon avis. Ce sera plus simple, si vous êtes d'accord. Oui. Ok, donc je le routerai par mail après. Voilà. Parfait. Par rapport à la personne qui a posé la question. Et puis si éventuellement l'entreprise qui a posé la question trouve pas son bonheur dans ce que je vais envoyer, qu'elle n'hésite pas à appeler la direction régionale de BPI France et on la mettra en contact avec une personne de l'innovation chez nous. Ok. Et c'était... D'ailleurs, je suis en train de penser, je le remettrai à l'écran, les coordonnées, je ne vous les ai pas mis à l'écran tout à l'heure avant la fin de ma présentation. Oui. Je le remettrai à l'écran. Ouais. Existe-t-il un dispositif de réassurance des créances domestiques pour les assureurs crédits type Cap Export, mais pour la France? Pas à ma connaissance. J'en ai pas du tout entendu parler. Donc pas à ma connaissance, non. Ok. Le Cap Export, c'est pour de l'export. Oui, c'est pour l'export, mais il n'y a pas forcément de réassurance. Ok. Non, en tout cas à l'instant T, dans la situation actuelle, voilà, les choses évoluent au fil des jours, mais à l'instant T, non. Ok. Le rôle des experts comptables pour le PGE suite à la lettre de l'ordre du 25 mars demandant d'actionner le PGE au travers de l'accord BPI, ordre des experts comptables sur le prêt à 50 000 €. Très très précis. Je ne sais pas si vous avez... Attendez, tu peux me la relire parce que celle-ci, je n'ai pas compris. Alors, quel est le rôle des experts comptables pour le PGE suite à une lettre de l'ordre des experts comptables qui demandait d'actionner le PGE au travers de l'accord BPI, ordre des experts comptables, pour le prêt à 50 000 €, puisqu'il y a un accord de l'ordre des experts comptables avec les différentes banques sur des prêts, on va dire, avec des décisions plus rapides à hauteur de 50 000 €. Je ne sais pas s'il y a un impact. Écoutez, pour moi, si c'est un prêt de 56 000, c'est ça? 50 000 €, ouais. Ouais. Alors, j'ai pas le détail de ces modalités des experts comptables avec les banques, mais si l'ordre a passé une convention avec la profession bancaire sur des montants de 50 000 €, ticket, j'allais dire 50 000 € pour des petites entreprises, pour moi, ces 50 000 € rendent au PGE. Donc, le rôle de l'expert comptable là-dedans, c'est simplement de s'assurer avec la dite banque que la banque, entre guillemets, applique l'accord qui a été signé entre l'ordre et peut-être la Fédération bancaire française, mais je n'ai pas l'information. Mais en tout cas, si c'est un prêt de trésorerie, Covid, ça rentre dans la logique du PGE. Pour moi, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de question. Alors, pour préciser un petit peu, parce que j'ai regardé en même temps, en effet, il y a un dispositif. C'est-à-dire que les experts comptables ont accès sur leur plateforme qui s'appelle Conseil Sup Network à un dispositif près de 50 000 €. Et d'après ce que dit Charles-René Tendé, donc, qui est le président du Conseil Sup de l'Ordre des experts comptables, ce dispositif de prêt 50 000 rentre bien dans le cadre du PGE garanti par l'État. Voilà. Donc, a priori, voilà, si votre expert comptable fait une demande sur le Conseil Sup Network, ça rentre bien dans le cadre du PGE et la banque pourra demander la contre-garantie, enfin la garantie tout court, ou une contre-garantie à hauteur de 10%. Voilà. Bon, je comprends aller beaucoup plus loin, mais à mon avis, il n'y a pas de raison. Non, je ne vois pas la raison qui s'opposerait au PGE de 50 000 €. Enfin, je ne vois pas là. Je vois pas. Oui, je pense que… Et en effet, pour répondre, puisque c'est une question qui est précisée, est-ce qu'il y a une accélération de la procédure? Normalement, il y a une procédure accélérée, donc en effet, les banques doivent accélérer la réponse à travers ce dispositif, en effet, puisqu'il y a un accord entre l'ordre et les banques pour avoir une acceptation accélérée des dossiers qui sont envoyés par les experts comptables au sein de ce dispositif. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Je vous mets pendant les questions à l'écran les coordonnées des directions régionales de la région du Pays de France. Comme ça, les personnes peuvent avec les territoires géographiques de gestion.
Sur là, une question sur le fonctionnement prêt à tout PGE, est-ce que le prêt à tout est accordé automatiquement s'il est adossé à un prêt bancaire ou faut-il une approbation d'un comité d'engagement chez BPI France? Moi, voilà. Oui. Les deux dispositifs sont deux dispositifs, je dirais, différents. Et donc, le PGE c'est pas parce que le PGE est accordé que ça emporte automatiquement la décision du prêt à tout. Le prêt à tout fait l'objet d'une décision propre et interne à BPI France. Et dans le process, je peux peut-être aller un peu plus loin. Dans le process, selon toi, est-ce qu'il vaut mieux faire une demande de prêt bancaire et ensuite, parce que le prêt à tout doit être adossé à un prêt bancaire complémentaire de 1 pour 1, est-ce qu'il vaut mieux faire d'abord la demande de prêt à tout et ensuite aller voir sa banque en disant bah, le BPI m'accorde mon prêt à tout et donc est-ce que vous pouvez m'accorder le complément, ou est-ce qu'il vaut mieux faire l'inverse? Non, il faut faire l'inverse, parce qu'encore une fois, le PGE est le dispositif massif, donc et puis je rappelle qu'encore une fois, il faut que l'entreprise regarde un peu son besoin, etc., etc. Il faut qu'elle demande son numéro unique, bref. Donc il vaut mieux qu'elle aille à la banque, qu'elle demande à la banque le montant. Elle dit voilà, mon montant global c'est tant. Soit la banque va faire le PGE tout seul et l'entreprise ne demandera rien, soit effectivement la banque va dire vous me demandez 2 millions, je monte 1 million de PGE, d'accord, et puis l'entreprise va dire bah, moi je vais demander 1 million de prêt à tout, par exemple, à BPI France. Et une fois qu'elle a cadré ce montant-là, elle vient chez nous. Pourquoi? Parce que si elle vient d'abord chez nous, ben, nous, de toute façon, on va être obligé de dire à l'entreprise avec quelle banque vous allez monter le PGE, il faut qu'on appelle la banque, etc. Donc ça va gagner du temps de le faire dans l'autre sens, ça c'est sûr. Ok. C'est très clair. Enfin, j'espère aussi pour la personne. Alors, une petite précision, on nous demande la différence entre le PIA et le PSI. Donc, je pense une petite précision entre ces deux dispositifs liés au secteur. Ah oui, rien à voir. Le PSI est un prêt de soutien à l'innovation qui est octroyé, accordé par BPI France. Le PIA, c'est un programme d'investissement, PIA voulant dire programme d'investissement à venir, qui est un programme de l'État français d'il y a maintenant quelques années, je n'ai plus la date précise, mais pas très vieux, sur lequel l'État avait dit, ben voilà, j'engage une dotation dans ce programme pour aider les startups. Donc ça n'a rien à voir. Et ce programme fait l'objet d'une dotation. Cette dotation, elle est répartie entre différents intervenants et très massivement chez BPI France, d'où ma remarque tout à l'heure sur les obligations convertibles sur les startups. J'aurais presque pas dû parler du PIA, si vous voulez, en disant simplement, pour les startups, voilà, il y a un dispositif de soutien quasi fonds propres en obligations convertibles et obligations de bonne souscription, point. C'était pour faire le lien avec le PIA, mais pour l'entreprise, son sujet, c'est de l'obligation, point barre. Le PIA, c'est l'adossement BPI France avec l'État là-dessus. Oui, il n'y a pas un dispositif spécial, parce que moi j'avais entendu ça aussi, parce qu'il y a beaucoup de startups qui ont des levées de fonds en cours, et les levées de fonds ont été coupées, c'est-à-dire que les fonds disent bah non, nous on se concentre sur notre portefeuille, on n'investit plus, et souvent le plan ou des corporates qui devaient investir et qui n'ont plus de trésor pour investir, donc qui coupent les investissements dans les startups. Est-ce qu'il y a un dispositif spécial, j'ai derrière la question du coup, est-ce qu'il y a un dispositif spécial de BPI pour soutenir ou pour accorder des crédits en maintien en attendant qu'on passe et que les fonds… Pas spécialement. Je dirais que non, il n'y a pas spécialement, mis à part ce que j'évoquais, les fameuses OPCE-OPSA, mais ces fameuses OPCE-OPSA, elles doivent se faire en co-investissement avec l'investisseur privé. Oui, ce n'est pas un dispositif mis en place spécial pour le coronavirus, c'est le dispositif actuel, quoi. Si, les 80 millions du PIA que j'évoquais dans les OC et les OPSA, ça, c'était pas tel que avant le coronavirus. Si ça s'est débloqué dans le cadre du coronavirus, ça, bien sûr que oui. Oui, donc il y a quand même un montant un peu plus, donc en définitif, on peut essayer de faire ça. Mais il faut toujours l'investissement disons que ça dérisque un peu l'investisseur privé. Voilà, en fait, c'est un message fort de dire à l'investisseur privé, vous y êtes déjà, vous ne vouliez pas trop remettre pour le moment à cause du Covid, remettez parce que BPI France, au travers de l'appui PIA, va mettre aussi, quoi. C'est un peu l'idée générale. D'accord. Arnaud, juste un point par contre, est-ce qu'il y a beaucoup de questions encore? Parce que
il est 10 heures et moi j'ai une conf call avec tous les managers BPI France avec la direction générale à 10 heures, normalement 10h10 maximum. Donc je vais essayer de répondre à quelques questions encore. Écoute, c'est parfait, il reste 2 questions. Formidable. Pour le PGE, si on monte le dossier sur une holding, certaines filiales peuvent-elles être exclues du calcul des 25% en raison de leur nature juridique, association, SCI, etc. Je suis désolé, ça a coupé un peu, je n'ai pas entendu je répète, il n'y a pas de problème. Pour le PGE, si on monte le dossier sur une holding, certaines filiales peuvent-elles être exclues du calcul des 25% du chiffre d'affaires du montant max du PGE en raison de leur nature juridique, par exemple si ce sont des associations ou des SCI. En gros, est-ce que vous prenez le montant global du chiffre d'affaires consolidé ou est-ce que vous allez rentrer dans chaque filiale pour regarder la nature juridique et appliquer les 25% quoi. Je résume un peu, mais je pense que c'est l'idée. D'accord. Encore une fois, quand tu dis est-ce que vous allez regarder, c'est pas nous, c'est la banque. Oui, c'est la banque, oui. Oui. On est bien d'accord. Ça, c'est un point important. Oui, Deuxième point, c'est que si dans le groupe, il y a une société qui fait partie de la liste des exclusions du dispositif, d'accord? C'est-à-dire, par exemple, comme c'était cité, je ne sais pas, il y a 10 filiales et sur 10 filiales, il y a 3 SCI. Voilà. C'est clair que ces 3 SCI, elles vont sortir du champ, ça c'est clair. Mais enfin, une SCI n'a pas beaucoup de chiffre d'affaires, en principe. Voilà, si dans le groupe, il y a également une société qui est en procédure collective, si elle fait 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et qu'elle est en procédure collective, une certaine procédure collective n'est pas éligible, donc elle va être sortie du champ par la banque, très probablement. D'accord. OK. Dernière question, le dispositif du prêt à tout ou rebond est-il applicable à une entreprise française détenue intégralement par une société étrangère? Désolé, je n'ai pas entendu la question. Pardon, le dispositif prêt à tout ou rebond, donc ces 2 dispositifs-là sont-ils applicables à une entreprise française détenue intégralement par une société étrangère? Alors, le prêt rebond, je fais joker parce que, encore une fois, les modalités ne sont pas tout à fait précises, mais je pense que c'est la même philosophie que ce que je vais dire pour le prêt à tout. Je rappelle que pour faire le prêt à tout, il faut que le bénéficiaire soit une PME ou une ETI au sens de la définition. Dans la définition, je rappelle ce que je disais tout à l'heure, il y a plusieurs critères à chaque fois, et un des critères, c'est l'actionnariat. Pour la PME, il ne faut pas que la PME soit détenue à plus de 25% par une entreprise, notamment étrangère, qui elle-même ne répond pas à des critères PME. Par une ETI, même combat, pas plus de 50%. Donc, si l'entreprise en question française est détenue, mettons, à 26% par Siemens en Allemagne, ben c'est clair qu'elle n'est pas éligible au prêt à tout, puisque Siemens n'est pas une PME. Même logique pour le TI. Si le TI qui fait, mettons, 600 millions d'euros de chiffre d'affaires est détenu à plus de 50% de ses droits de vote par une société étrangère qui elle-même n'est pas une ETI, elle n'est pas éligible. Donc c'est le critère de détention du capital qui, dans cette question, est déterminant. Voilà. Mais c'est plus la taille de la société détentrice que si elle est étrangère ou non, puisque c'est un critère européen. Non. Si elle est étrangère, effectivement, ce n'est pas le critère du fait qu'elle soit étrangère, c'est le critère de sa taille. Est-ce qu'elle-même, en tant que société étrangère, est une PME ou est-ce qu'elle-même est-elle une ETI? Et on va raisonner global après. D'accord? OK. Parfait. Autre question pour terminer? Une dernière question. Il est 10h02. Si tu as une réunion, en plus, on ne va pas te… Oui, voilà. Je serai un petit peu en retard, ce n'est pas très grave. S'il y a une autre question… Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que c'est Arnaud, juste, donc merci à tous.